Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux partout dans le monde. Vous attendez les rendez-vous de votre émission directe Grand Débat. Je sais que vous êtes en train de nous suivre en direct sur Canal+, fréquence 349. Partout où vous êtes dans le monde, vous êtes en train de nous capter également. Ici en RDC, nous émettons aussi sur Easy TV, StarTime, TNT aussi. Vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, PES TV HD officiel. Aujourd'hui, mon invité, comme annoncé également dans les réseaux sociaux, lui, il s'appelle Monsieur Norbert Yamba, un grand esprit, il est panafricaniste, il est là avec nous, cadre de l'UDPS. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation. D'abord, bonne année aussi, parce que c'est la première émission que nous organisons. La première question de curiosité, d'abord, la thématique est là, UDPS, 37 ans après. La question est d'abord, vous, Monsieur Norbert Yamba, êtes-vous fier aujourd'hui qu'on vous identifie comme un cadre de l'UDPS? Merci pour la question. Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. À l'âge de 22 ans, j'ai adhéré à l'UDPS. L'esprit et la vision qui était la nôtre, c'était de voir notre pays fonctionner autrement. Fonctionner autrement suppose lutter contre les injustices, lutter contre la corruption, lutter contre le pillage des ressources, prendre en considération les valeurs qui sont les nôtres, nos valeurs culturelles, etc. Et booster le pays pour que le résultat retentisse sur tous les citoyens. Ça, c'était véritablement notre combat. Et ça constitue jusqu'aujourd'hui un défi. Est-ce que je suis fier? Entre nous. Si je ne serais pas fier, j'irais où? Qui me montrerait qu'il ferait autrement plus que l'UDPS aujourd'hui dans le paysage politique national? Certainement que nous avons fait 37 ans à l'opposition. Nous étions en dehors des institutions. Certainement que tout le monde n'était pas chômeur. Il y a parmi nous ceux qui avaient une expérience cumulée. Mais maintenant qu'on prend le pouvoir, nous avons de petites difficultés parce que le pouvoir que nous avons eu, ce n'est pas un pouvoir que nous avons obtenu en ayant une certaine majorité au Parlement. Non. Nous avons gagné les élections présidentielles, mais nous n'avons pas gagné les élections législatives. Nous nous sommes trouvés dans la triste obligation de faire des coalitions. L'autre fois, c'était FCCK. Pendant 2 ans, avec un Premier ministre qui vient d'un allié. Un allié qui n'avait pas les cœurs dans l'ouvrage. 65% des ministres viennent de l'ancien régime. Vous savez très bien que la nouvelle discipline aujourd'hui qui étudie les comportements des uns des autres, etc., qui s'appelle la manquémologie, nous renseigne très clairement que quelqu'un qui a passé un temps dans un système, qui a subi un système, il sort avec des séquelles, avec des traces. Et il aurait difficile à se détacher de ces traces. Il faut mettre en place des garde-fous pour que son attitude, son comportement, son état d'esprit change. Et vous savez que 2 ans durant, nous avons passé dans cette coalition dont les rivaux se regardaient comme chat et chat. Et c'est maintenant, plus que jamais, que nous avons un Premier ministre loyal, avec un gouvernement de large presque union, et avec le même personnel politique. Le même personnel politique, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc, on assistera à des douleurs d'enfantement, mais on est en train véritablement de lancer des signaux très forts sur le terrain. Parce que vous parlez que vous êtes en train de lancer des signaux sur le terrain, la thématique est bien là.
UDPS, 37 ans après, aujourd'hui au pouvoir, quelle leçon tirer? Est-ce aujourd'hui, je m'excuse, vous êtes en train de suivre ce qui se passe au sein de l'UDPS? Il y a ceux qui pensent qu'il y a des jouisseurs aujourd'hui au sommet de l'État. Est-ce votre lecture? Jouisseurs au sommet de l'État. Vous savez, avant de tirer une conclusion concluante, il faut dégager les statistiques. Et vous faites la balance. Et s'il existe une loi de la majorité statistique, vous tirez la conclusion. Or, jusqu'à preuve du contraire, aucune étude nous a permis de consolider cette conviction. Parce que voir combien de personnes sont au sommet de l'État, quels sont leurs actes, à quelle proportion ça se trouve, et faire la balance pour tirer la conclusion. Il me semble certainement que nous avons certains cas spécifiques, des gens qui posent parfois des actes incontrôlés, mais ce n'est pas la majorité. Et puis, je voudrais vous dire, Delphin, l'UDPS a été une organisation politique avec comme socle la moralité, l'intégrité, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'imposture. Ça, c'est le combat et ce que nous avons cru. On était moins âgés. Il y a des gens qui prennent les trains en cours de route aujourd'hui, qui n'ont pas connu ce que nous avons connu, parce que nous avons été confrontés à des moments très très difficiles, où on vous invite parce qu'on voulait tout neutraliser l'UDPS et il fallait corrompre tout le monde, mais il y a eu des résistants. C'est ce que l'opinion et le monde aujourd'hui n'a pas l'air de comprendre. Il y a eu des résistants. Des gens qui ont laissé l'argent, les gens qui n'ont pas accepté le pouvoir, et qui ont estimé que le pays pouvait fonctionner autrement et qu'on ne pouvait pas se mélanger avec des gens qui avaient comme ambition de détruire la République. Aujourd'hui, certainement que nous avons ce pouvoir, partiellement. Et puis bon, on dit... au regard, en fonction du devoir de redevabilité, en fonction de la transparence, fonctionnant dans une gestion cybernétique, etc. Et donc, il faut que la vérité soit connue à la place publique. Hier, il y a une complicité, une complotation d'un système avec tous ces éléments dynamisants qui ne voulait pas mettre à la place publique la réalité parce que c'est estimant que le peuple était dans la résignation, dans la naïveté. Aujourd'hui, nous, comme principe de base, le peuple d'abord, il faut la transparence, il faut que le peuple sache comment il est géré. On nous reproche quand on attend que tel, il a touché l'argent et que tout de suite c'est déjà identifié. On dit non, voilà votre régime. Mais c'est à vous maintenant de voir comment les autres, que ce soit le régime du maréchal Mobutu, que ce soit le régime du Raïs Kabila, etc. Comment les gens se sont enrichis de manière insolente, insolite. Presque toutes les maisons de l'État, les différents endroits stratégiques, etc., ont été récupérés par des privés qui sont fondamentalement dans le régime. Combien d'accords de coopération stratégique avons-nous eu et qui ont été bénéficiaires potentiels, n'est-ce pas, de tous ces accords-là? Mais aujourd'hui, lorsque Seyamba de l'UDPS ose poser un acte incontrôlé, tout de suite, la presse sort pour mettre ça à la place publique. On dit non, excusez. En termes d'intensité, en termes de dose, on dit non, voilà comment les 37 ans. Ah non, nous l'avons voulu ainsi. Et si le peuple connaît la situation de ces acteurs politiques, ça va servir véritablement de dissuasion et les gens ne pourront plus poser des actes contrôlés. C'est ce que ça veut dire. C'est ça véritablement le message. Monsieur Norbert Mbayamba, vous êtes un scientifique, vous êtes au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, mais laissez-moi quand même être directeur avec vous, monsieur Mbayamba. Quand on dit qu'il y a les jouisseurs aujourd'hui au sommet de l'État, on dit que le régime Tshisekedi, c'est un régime qui excelle dans les scandales. Vous avez suivi, l'actualité est dominée par
la guerre, si je peux appeler ça ainsi, avec beaucoup de réserve, entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, et la garde républicaine de la présidence. À l'époque de Kabila, on n'a jamais vécu cela, moins encore à l'époque de Mobutu. C'est ça votre démocratie? Oui, la démocratie est une gestion de contradiction. C'est un droit au désaccord. On peut avoir des accords et ce n'est pas une irresponsabilité. Cependant, lorsqu'il y a débordement, c'est à ce moment-là que la justice intervient pour établir des responsabilités. Voilà. Le monde que nous vivons est organisé... On peut prendre des photos pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de dire. Le monde que nous vivons est organisé à différentes institutions et chaque institution vient répondre à un problème. Mais aucune institution ne peut faire tout à la fois. C'est très important. Lorsqu'il y a un problème entre toi et moi, c'est pas moi parce que je suis de l'UDPS que je vais régler ça. Celui qui va régler, c'est la justice. Mais quand même, Kaboul, il est le président AU de l'UDPS, votre parti à vous. Oui. Sa maison est saccagée, scandalisée. Peut-être il y a les documents importants du parti, les archives. Quelle est la leçon que vous donnez à d'autres partis? Quelle est la leçon de votre pouvoir que vous donnez à ceux qui ont envié l'UDPS une fois voir ces grands partis au sommet de l'État? Est-ce que c'est vraiment un scandale? Qu'est-ce que vous appelez, vous, scandale? Jean-Marc Abound, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a eu un problème de circulation, en fait. Et puis, ils se sont retrouvés là. Bon, je n'ai pas tous les éléments pour apprécier quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que il y a le respect des droits privés. Il y a une maison, et même si on pouvait l'interpeller, on respecterait les règles de droit, selon les règles de l'art. Je déplore, et j'ai peut-être utilisé votre terme, que ce scandale arrive au moment où c'est nous qui avons le pouvoir. Mais encore que chacun respecte l'esprit qui est le nôtre. Cet esprit de respect des règles de jeu. Chaque jeu a des règles de jeu. Même le jeu des règles de jeu. Même le jeu du hasard a des règles de jeu. Et alors, si le hasard a des règles de jeu, la démocratie doit avoir des règles de jeu. Et comme nous travaillons, et nous sommes battus pour la démocratie, nous sommes censés véritablement respecter les règles de jeu. Mais toute barbarie est à déconseiller. Certainement que l'État a le monopole de la violence légitime, mais il faudrait que ça se fasse selon les règles de l'art. Moi, ça m'inquiète un peu. J'ai Paris Sommet, quand j'ai regardé les images, j'ai dit, au Congo, on n'a pas encore la maturité nécessaire pour apprécier certains actes et considérer que cela peut arriver, parce que j'ai vu dans beaucoup de pays, etc., même au niveau du Parlement, même au gouvernement, les gens se battent, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais chez nous, votre régime, non, mon cher ami. On vous identifie. Il faudrait des scandales parce qu'il n'y a pas que ça. Nous venons de voir également, M. Yambayamba souffrait quand même que je vous pose cette question, vous êtes de l'UDPS, c'est votre pouvoir. Les conseillers en train de se faire filmer, se bagarrer, peut-être s'échanger des mots avec les agents de l'ordre, c'est toujours sous votre régime. À l'époque des autres, peut-être les choses se faisaient, mais de manière d'État. Vous savez, je sais que, bon, je ne pourrais pas dire que vous êtes jeune marié, mais ça fait un peu de temps que vous êtes marié. Et vous croyez que vous ne pouvez pas avoir un petit problème avec votre épouse, que vous aimez plus que tout le monde? Et quand vous avez un problème, donc, Delphin est irresponsable, il peut y avoir des cas de débordement, ça c'est évident. Et si on ne peut pas tolérer, effectivement, qu'il y ait débordement, ça va de soi. Mais ça peut y arriver. Et ça arrive, il y a des structures qui sont en place qui peuvent véritablement réguler la situation. Et c'est ça, justement, l'esthétique et l'ambiance démocratique. Alors quand ça arrive, non, tout le monde crie au scandale, d'autres régimes, on n'en a pas accepté. Et puis, quel est le résultat de ces régimes?
n'est-ce pas, l'infantilisation, l'instrumentalisation et la clochardisation. C'est ça justement le résultat que vous voulez, parce qu'il faut imiter les autres régimes. Non, il faut arrêter des conneries. Nous sommes dans un processus où chacun cherche l'émergence de sa liberté. Et c'est là justement que la démocratie devient intéressante pour dire la contradiction. Même si moi, en panafricaniste, je ne suis pas d'accord avec la démocratie occidentale, elle n'est pas la nôtre en fait. Elle n'est pas la nôtre, nous devons fabriquer la nôtre. Mais en attendant, on respecte parfois ces principes qui sont de nature à nous piéger. Vous voyez ce que vous évoquez là. Vous oubliez que nous sommes en train d'importer un comportement, une culture qui n'est pas la nôtre, etc. et qui nous fait des problèmes. Mais je considère comme des douleurs d'enfantement et j'ai formulé le vœu pour que les différentes structures qui sont censées véritablement réguler certaines contradictions se mettent en marche pour qu'en réalité, nous puissions traverser cette zone de turbulence. Voilà, pour qu'en réalité, vous puissiez traverser plutôt la zone de turbulence, on nous prépare une vidéo, la première vidéo. Je signale que M. Hubert Kabasubabo, il est en exil, c'est un ancien gouverneur du Kananga, à moins que je me trompe. Il fait souvent des vidéos en critiquant un peu votre régime, parce qu'il pense que vous êtes en train d'exceller dans les noirs, vous allez faire fondre ces pays dans les trous. Kabila avait fait sa part, vous devez faire votre part, mais c'est le contraire. Vous êtes là pour faire saigner les caisses de l'État et aussi mettre la vie de la population congolaise en général en malheur. Prenons d'abord cette vidéo, vous allez répliquer parce que Hubert Kabasubabo également, j'ai organisé les débats avec vous deux, mais il est en exil. Mais quand même, vous pouvez réagir par rapport à la vidéo. Prenons d'abord cette vidéo. Bonne année 2022 à tous les compatriotes. Les traîtres balkanisationnistes Tshisekedi Tshilombo, patron des mafieux ramistes à la présidence de la République, a réalisé une randonnée folklorique, propagandiste, attractive de charognards suivistes politiques et hontés au Grand Kassai. Une tournée absolument creuse au plan existentiel pour la population kassaïenne. Triste réalité de la minceur en sociabilité de M. Tshisekedi qui n'y a apporté aucun projet original concret devant alléger tant soit peu les souffrances des populations de son terroir tribal à court terme. Le peuple kassaïen n'est pas dupe. Il a bien saisi et confirmé l'escobarderie politique de M. Tshisekedi, qui est l'essence même de la horde prédatrice au pouvoir. Comme démontré en sociologie politique, c'est dans son microcosme politique originel qu'un homme politique étale son vrai être. Et c'est au Kassai que l'essence politique de M. Tshisekedi a été révélée. En plus de l'étalement de son esprit politique pré-républicain, captable dans la formule Macha Moumé nous, la déclaration selon laquelle Congo ici est Koufa, littéralement le Congo est déjà mort, est une véritable traduction d'une perturbation psychopolitique couplée à une déficience en discursivité politique rationnelle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, disent les saintes écritures. Cependant, dans les prismes politologiques, Congo ici et Koufa est un énoncé discursif qui démontre avec limpidité que nous avons à la tête de la République un président porteur d'une cognition politique fallacieuse et d'un entendement aberrant de la trajectoire sociétale. Primo, Congo ici et Koufa traduit un négationnisme psychopolitique par lequel lui, M. Tshisekedi, par égo-narcissisme, se croit être le messie politique qui va donc ressusciter une RDC qui, comme Lazare, serait déjà dans la tombe. Secundo, Congo ici et Koufa démontre que nous avons un président dénué d'un minimum de scientificité dans sa compréhension de l'État congolais. Non, M. Tshisekedi, le Congo mort, c'est les Zaïre dont le coup fatal meurtrier fut administré par la zaïrianisation dont votre famille a bénéficié mielleusement du reste. Le Congo mort, c'est le Zaïre, monarchie absolue monopolisée par les impériaux partis État, dont les fondateurs sont aussi les fondateurs de l'UDPS, votre parti.
Votre nihilisme égo-narcissique, couplé à l'inculture sur l'histoire du pays, vous empêche de cerner la véracité et la tangibilité de la RDC en reconstruction, imparfaite bien sûr, depuis 1997. Non, M. Tshisekedi, un pays mort, collapse state en anglais, ne connaît aucune réunification, aucune démocratisation avec 3 élections, dont 2 autofinancées, aucune croissance économique ininterrompue pendant 18 ans, atteignant un taux de croissance de 9,5% en 2014, faisant passer son PIB de 4 milliards de dollars américains en 1997 à 47 milliards de dollars américains en 2018, dans un état post-conflit, ni une courbe ascendante de l'indice de développement humain qui est passé de 0,220 en 2001 à plus de 0,475 en 2018. Un Congo mort ne peut pas être capté en 2014 comme un pays en navigation vers l'émergence par le PNUD, la Banque mondiale, les prestigieux magazines de Washington et Atlantique. Bien au contraire, c'est vous, M. Tshisekedi, qui êtes en train de tuer la RDC avec des programmes d'escroquerie politique, notamment les projets de 100 jours, le RAM, Tchilé-Gelou. Vous avez trouvé un pays en reconstruction, M. Tshisekedi, et vous avez actionné sa dégénérescence et sa balkanisation. C'est pourquoi il est impératif que le peuple se mobilise pour mettre fin à votre régime en appliquant l'article 64 de la Constitution. Que Dieu bénisse la RDC et que vive la République rationaliste. Merci. Des retours sur ces plateaux. Nous vivons en République démocratique du Congo. C'est là où il y a la démocratie. M. Hubert Kabasou-Babou, c'est un opposant de ces régimes, de ce pouvoir. Dans les règles de la démocratie, il faut donner la parole à tout le monde. Il est en train de nous suivre de là où il est en exil, mais cela n'empêche pas que ceux qui sont dans le pouvoir puissent réagir. Monsieur Norbert Yamba, vous avez suivi un scientifique, un ancien gouverneur de la République, a fait les analyses scientifiques et politiques. Vous avez du pouvoir de l'UDPS. Quelle est votre analyse? Il dit vrai ou il ment? Je voudrais, parce que vous dites que Hubert est en train de suivre. Il est en train de suivre. Je voudrais vraiment les saluer là où il est. Et il sait quel est mon degré d'affection par rapport à sa personne, par rapport aux efforts qu'il fait, etc. Mais Hubert ne doit pas faire la rhétorique une profession. Et quand on en fait une profession, à ce moment-là, on ne sait plus distinguer l'essentiel des choses inutiles. C'est de toi que j'apprends qu'il est en exil. Or, aujourd'hui... Il y a des plaintes ici contre lui. Une plainte n'est pas une arrestation. Et Une plainte n'est pas une arrestation, monsieur. Okay. Hubert n'a pas détourné quoi que ce soit. C'est un politique. S'il pose des actes incontrôlés, ben, la justice doit faire son travail. Est-ce que c'est pour autant qu'il est parti? Ah mais non, ça fait plusieurs fois qu'il fait de va-et-vient en Afrique du Sud. Semble-t-il se trouverait sa famille. Il ne faut pas donner l'impression que les gens commencent à aller en exil au régime de Tshisekedi. C'est pas ça. C'est ce que si les gens veulent transformer les refuges économiques par rapport à l'exil, ça c'est leur problème. Hein, parce qu'il faut se trouver quoi manger dans le pays de refuge. Quand cela ne tienne, je suis un peu étonné, sincèrement, quand j'écoute le langage, la forme, le fond de ce qu'avance mon frère Kabasou-Babou. Vous dites que c'est un scientifique. Est-ce que vous avez suivi quelque chose de scientifique dans ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qui est scientifique? La rationalité, la systématisation des faits. Non, mon cher ami. Non. Et c'est comme ça qu'on est dans l'abîme dans ce pays, parce que tout le monde s'est dit scientifique, mais tout le monde se pose de moins en moins la question pour savoir qu'est-ce qui peut être scientifique, qu'est-ce qui peut ne pas être scientifique. Quand on a de la bonne musique, parce qu'il en a, et il sait jouer véritablement la musique, sur le plan intellectuel que sur le plan matériel, parce que c'est un musicien aussi, en fait. Et il aime bien le son, et il agence les termes, et ça donne l'impression qu'il est en train véritablement de scientifiser sa manière de voir les choses. Or, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Il faut l'éprouver. Je voudrais, quand il dit
que Tshisekedi, très très balkaniste, etc., mon cher ami, hein, quand même on est opposant, il faut éviter un discours populiste qui frise une sorte de pseudo-chercheur politisé. On doit arrêter de fonctionner dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. On va balkaniser quoi? Et si balkanisation il y a, c'est le régime. Et je comprends, lui c'est un caméléon, quoi. Pauvre en vitesse, riche en couleur. Je connais comment il a été très fort, très dur à l'endroit de Raïs Kabila. Il était du RCD. Il adorait Azarias. Je l'ai salué là où il est. Et puis finalement, il a été avec Azarias, etc. Maintenant, il commence à tirer des boulets rouges contre Félix Tshisekedi, qui ne lui a rien fait. Je m'excuse beaucoup, j'aime beaucoup, et il le sait que je l'aime, mais il ne faut pas qu'il déborde. Il a été gouverneur de province. Le Kasaï central, le Kasaï occidental à l'époque, il y avait deux provinces. J'aurais aimé de savoir son bilan. Quelles étaient ses performances? L'autre fois, quand j'étais à Kananga, là, je suis allé à son bureau, on m'a dit non, il était à l'église. Il jouait la musique, la guitare, etc. C'était peut-être un élément de sympathie pour la population. Non, il ne faut pas que je descende dans ces choses-là. Mais il n'a rien fait. Kananga, la province d'éducation occidentale est restée la même. Alors, on lui a donné une petite province. Mais si on lui donnait le pays, hein, si on lui donnait le pays, certainement que je vis quand il a rédigé son livre, etc., pour dénoncer. Mais écoutez, mais ne serait-ce que des actes qui montrent qu'on veut bouger la province. Alors, s'il n'est pas capable de bouger la province, il ne va pas bouger la nation. De grâce. Donc, il faut savoir se regarder sur le miroir avant de tirer sur les autres. Ce n'est pas normal. Quatrième chose, je ne sais pas. Il dit, il n'y a pas de projet. Ah, qu'est-ce qu'il lui appelle projet? Un projet, c'est une réponse à un problème qui se pose. Les problèmes se retrouvent dans les différents secteurs de la vie nationale. Peut-il se souvenir combien de choses ont été réalisées sur base des projets? Je ne reviens pas parce que c'est élémentaire. Je croyais qu'il allait véritablement aussi l'analyse macroéconomique pour savoir véritablement faire les comparaisons et dégager les soldes. Mais là n'était pas son exercice. Il dit qu'il n'y a pas un projet. Il y a plusieurs projets. Un échec, un fiasco. Non, mais comment? Selon lui. Non, écoute. Ça aussi, c'est lui qui parle scientifique, doit être scientifique. C'est le Djolou. C'est pour combien de temps? Parce que le projet a un timing, a une durée de vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne sais pas vous dire combien d'argent on a débloqué par rapport aux activités qui ont été réalisées et ce qui reste à réaliser. Il n'a pas été à la banque pour voir combien d'argent reste. Bon, il tire. Il y a combien de temps Thierry Djolou est en marche? Et vous avez suivi les différents démentis dans les chefs du directeur général des fonds de promotion industrielle. De l'FPI. Voilà. Donc, il y a des projets qui sont opérationnels. Et les routes, aujourd'hui, talitage et rablayage, de longs kilomètres. Je ne veux pas parler de ce mouton. Je ne veux pas parler des écoles, la gratuité de l'enseignement. C'est un grand projet. Il cherche quoi, lui, là? Quand nous avons 4 millions d'enfants qui vont à l'école et qui n'ont pas été en mesure d'avoir accès à l'école, quand nous sommes en mesure de diminuer le taux de la population scolarisable, quand nous sommes en train véritablement de mettre en route une banque de développement rural, quand on mobilise les jeunes Congolais justement pour devenir des millionnaires, et qu'on construit un climat d'affaires qui leur permette véritablement d'émerger, quand on veut mettre en route aujourd'hui un fonds de garantie, mon cher ami, on veut quoi? Mais je vous ai décrit la situation de 2 ans avec le gouvernement Ilunga Kamba, 65% des gens qui sont venus de son régime. Et on pouvait faire quoi? Vous avez vu combien de fois le président de la République prendre l'option, le ministre des Finances, libérer l'argent? On ne relibère pas. On humilie le président de la République, la personne qui est sacrée sur le plan national.
Alors maintenant, un scientifique, c'est quelqu'un qui combine tous ces éléments-là et qui forme un package et il dégage son option consolidée en fonction véritablement de cette analyse qui prend en considération les différents éléments dynamiques autour de la question. Mais il est en train de faire une déclaration politique et il dit c'est scientifique. Et il s'autoproclame que c'est ces déclarations qui sont scientifiques. Le reste, ça ne... Non mais écoute, arrêtez. Arrêtez. Le mouvement n'a jamais été à l'université. Mais aujourd'hui, on apprend le mouvement dans presque toutes les universités du monde. C'est un esprit supérieur. Il y a des gens qui ont reçu vocation. Il y a des gens qui ont reçu mission pour transformer. Et ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme qu'on est scientifique. Ah non! Il y a combien de diplômes chez nous? Qu'est-ce qu'ils en font? Pour quels résultats? Mais nous avons des gens qui n'ont pas été suffisamment à l'école. Modibo Keïta au Mali, il a été enseignant de primaire, mais il a ouvert une vocation, une torche pour éclairer l'avenir de l'Afrique. Combien de nos professeurs aujourd'hui sont capables véritablement de défendre des idées et d'embarquer les gens autour de ces idées-là? On peut être même au village sans avoir été à l'école, mais on est intellectuel. Mais on peut avoir 5, 10 fois le diplôme, mais on est diplômé. C'est quoi Kouma Doubé appelle culturellement analphabète, des abrutis fondationnels. Ils sont nombreux. Ceux qui clament à longueur de journée, qui sont intellectuels, etc. Écoutez, je n'ai jamais, et depuis que je suis là, certainement qu'à un moment donné, on a parlé des 5 chantiers. Mais nous aussi, il y a un programme de développement à la base, où un montant est donné à un territoire. On a entendu pendant les années antérieures pour qu'on puisse opérationnaliser la Caisse nationale de péréquation. Ça n'a jamais eu lieu. Mais le président, il dit non, non, non. Il faut maintenant donner un paquet ou un budget au territoire. Certainement que le territoire aujourd'hui, c'est une entité déconcentrée, à l'intérieur de laquelle se trouvent, n'est-ce pas, les secteurs, les secteurs, les communes rurales, mais ce sont des communes, et les chefferies, qui sont des entités territoriales décentralisées, qui ont un budget, qui ont un programme, à la différence du territoire. Mais on a considéré les territoires comme étant un espace géographique où les moyens devront être rendus opérationnels. Et on vous dit les 145 territoires, et ça va se faire de manière concomitante. Mais c'est quel réflexe, c'est quel feeling politique? Vraiment, au lieu d'encourager ces gens, pour que finalement ça se réalise, on dit non, 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 non. Regardez, moi j'étais au Sankourou, j'étais là pour préparer l'arrivée du président de la République, comme Sankourou bien entendu. Mais qu'est-ce que je vis? Pendant 32 ans de dictature perfectionnée de Mobutu, même l'eau, seulement il n'y en a pas. Un territoire comme l'Odja par exemple, qui est une grande agglomération de 1,7 million d'habitants, plus que la Guinée équatoriale. Vous vous imaginez? Il n'y a pas d'électricité. Ne serait-ce que d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de caniveaux. Tu vois, il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas de construction publique. Les écoles sont complètement délabrées. Les routes sont foutues à la merde. Les routes des desserts agricoles. Aujourd'hui, j'ai été avec le ministre des Transports, Chéribé Okinde, qui a un plan stratégique de désenclavement du Sankourou. Voilà, et avec un budget. Tous les axes routiers, le nombre de kilomètres, le montant correspondant et la méthode, n'est-ce pas, d'intervention. Mais écoutez, il n'y a que 6 mois, non? Et vous allez faire tout dans 6 mois? Pourquoi on doit avoir un discours populiste? Si j'étais à l'opposition, je m'excuse beaucoup, si j'étais à l'opposition, notre opposition est très faible. Notre opposition est très faible. Il dit Mboka Koufa. Voilà. Excusez. Quand il dit Mboka et Koufa, il a dit Kabila a laissé un pays en reconstruction. Mais il a donné des chiffres que Tshisekedi a trouvé. Le pays était déjà à un niveau un peu élevé. Mais aujourd'hui, on descend dans l'enfer, selon Hubert Kabasoubabo. Et c'est là justement que je reviens à la pertinence de la notion de scientifique. Okay. Hubert a fait une analyse qu'il estime être scientifique, mais une analyse très faible. Il compare un régime de 18 ans avec un régime de 6 mois. Oui, on compare les incomparables. Ce qui a été... Je m'excuse beaucoup. On endosse, mais j'ai expliqué ça. Et la force intellectuelle doit aider à faire véritablement une analyse séquentielle pour dire que dans les 3 ans, il y a eu 2 ans
des hommes qui n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage et qui ne pouvaient pas véritablement booster la République parce qu'ils n'avaient aucun intérêt pour qu'il y ait des résultats. Et il y a 6 mois ou une année, des hommes qui viennent et qui sont loyaux vis-à-vis du régime. Si on ne fait pas cette analyse et qu'on tire des conclusions non concluantes, on n'est pas scientifique. Ou alors on est faible scientifiquement. C'est cela. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mon cher ami, vous comparez les deux régimes avec un timing différent, etc. Et vous tirez des conclusions. Vous tirez des conclusions pour dire tel est faible, il ne fera rien, il n'a rien foutu, il ne comprend rien. Ah non. Regardez l'intensité, n'est-ce pas, des décisions qui ont été prises. Aujourd'hui, quand vous prenez l'argent, même si vous êtes dans le régime, même aux côtés du président de la République, on va mettre la main sur vous. Et tout de suite, ça sera mis à la place publique, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Mais hier, il faisait des choses. Hein. Il a été mandataire de l'État, lui, là. Je ne sais pas. Hein. Il n'a jamais connu un contrôle quelconque. Est-ce qu'il a vu l'IGF venir chez lui? Il a vu la Cour des comptes? Mais ils ont géré. Et qui sait ce qu'ils ont fait? Dieu seul sait. Hein. Aujourd'hui, au moins, l'IGF devient véritablement une institution de prédilection. On l'appelle même là où elle n'a pas programmé. Mais c'est qui a donné l'impulsion? C'est qui voudrait véritablement construire la transparence? Mais quand l'IGF dénonce, on arrête, et la même justice, que le chef de l'État dit que cette justice, elle a encore un grand travail à faire, la justice la libère. Vous affaiblissez aussi l'IGF. Alors maintenant, qui affaiblit l'IGF? Parce que vous voulez de la démocratie. La démocratie est la multiplicité des acteurs qui interagissent dans un espace géographique bien déterminé, dans une sorte de gestion de contradiction. Et chaque institution doit jouer sa partition. Si le président de la République commence à s'imposer contre la justice, même s'il est magistrat suprême, encore qu'il y a des canaux naturellement pour faire la régulation, eh bien, il le fait. Mais si nous avons des magistrats qui ont fonctionné dans un régime de 32 ans, dans un régime de 18 ans, qui ont véritablement domestiqué, j'allais dire, qui ont fait profession, je parle l'impunité, vous allez me dire que dans 6 mois, ils sont capables de se détacher de ces séquelles ou, n'est-ce pas, de ces impacts? Je dis non. Donc, on est en train d'avancer. Certainement qu'il y a des douleurs d'enfantement. Et il faut encore davantage tenir, n'est-ce pas, un discours mobilisateur qui permette véritablement d'orienter les gens vers une direction. Et le président, son rôle, c'est justement tenir la torche, éclairer l'avenir et mobiliser les gens pour leur dire qu'à 30 ans, à 50 ans, à 100 ans, à 100 ans, voilà ce qui arrivera. Et si nous ne faisons pas ceci, nous n'arriverons pas là-bas, nous allons disparaître. Ça, son rôle, il appartient naturellement à tout un chacun. Les institutions de la République, au travers le Parlement, Sénat, Assemblée, etc., de faire leur travail. Si la gestion de l'argent, des moyens, s'est fait, n'est-ce pas, au niveau des ministères, il faut faire l'implémentation, il faut faire le monitoring de l'action publique. Il y a des associations de la société civile aussi qui en font. Et donc, tous ces efforts-là, faisant commune dans une sorte de surveillance mutuelle, c'est ça qui donne le résultat. Ce n'est pas une seule personne qui crie. Nous avons M. Hibert Kabassobabo à partir de l'Afrique du Sud. M. Hibert Kabassobabo, soyez le bienvenu. Allô, M. Hibert Kabassobabo. Vous êtes en train de nous suivre, je m'excuse, comprenez. Vous êtes en train de... Allô? Oui, je vous suis, je vous écoute. Voilà, nous avons M. Yamba ici sur le plateau. Vous êtes en direct depuis la République démocratique du Congo. Vous avez fait des déclarations contre ce pouvoir. Vous dites que Félix Tshisekedi n'agit pas pour les biens de la population. Vous confirmez, Yamba est en train de dire que vous faites des réflexions sans se baser sur de vraies réalités de la République. Écoutez, je ne sais pas... bonsoir Yamba, que je salue d'abord, à qui j'ai dit je souhaite bonne année, que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Bonne année. Et j'apprécie justement qu'il intervienne dans cette sorte d'interaction dialectique. Et donc, on vous écoute, monsieur. Que je n'ai pas un captage véridique sur la réalité. Oui, je pense que M. Yamba, il sait dans son cœur, dans son fort intérieur, que ce régime ne travaille pas pour le peuple.
Ces régimes, en fait, c'est un régime des apparatchiks, des oligarchies qui nous donnent des spectacles tout à fait aberrants. Et l'un des exemples, c'est le fait que Mayamba, qui est un expert en projet, il sait de quoi je parle, l'indice de développement humain a connu une réduction de 2019. Nous avons perdu 3 places. Or, l'indice de développement humain intègre tous les paramètres quantifiés en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la santé, et plusieurs autres, la qualité de la vie. Et donc, nous avons perdu 3 places sur l'indice de développement humain. Et donc, et ça c'est un. Mais de deux, nous avons par exemple la question de l'escroquerie politique du RAM qui a été concocté par la présidence de la République. Et on a démontré que c'est M. Tshisekedi, seul qui détient la signature sur le compte où l'argent du RAM est logé. Et donc c'est un régime qui fait de la prédation sur la population. C'est un régime qui fait de la prédation minière dans les Katanga. M. Yamayamba connaît, il sait ça dans son cœur. C'est un régime où les budgets... Attendez que je termine. Les budgets de l'État... Attendez, M. Le budget de l'État est consommé à plus de 70% par l'oligarchie clientéliste dans les institutions. Donc M. Yamayamba, dans son fort intérieur comme grand intellectuel, il sait que ce régime ne travaille pas. C'est un régime de prédateurs, c'est un régime de l'apparatchik. Merci, monsieur Bekaba Soubabo. Restez toujours en ligne. Vous êtes en exil en Afrique du Sud. Monsieur Yamayamba, vous pouvez réagir par rapport à ce qu'il a dit sur l'indice du développement. Vous avez compris. Quelle est votre réaction? Il vous écoute. Je salue. L'indice de développement humain. Ok. Je salue Iber Kabasoubabou, que j'affectionne et qui prend l'audace d'affronter parfois des sujets très sensibles et stratégiques. Ça n'arrive pas tous les jours. Iber, et vous le savez, je suis très affectionné pour toi. Quand cela ne tienne, non, Iber, nous sommes une génération de défis. Nous avons une longue expérience par rapport aux institutions internationales qui sont installées en Afrique et généralement dans notre pays. Dans les 60 ans, ces institutions ont été installées. Et vous savez l'origine de ces institutions. Ce sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui les a mis en place, justement pour faire une sorte de pénétration dans nos pays, et ils ont eu un rôle à jouer. Moi, je suis très inquiet, Iber, quand vous brandissez le PNID, vous brandissez toutes les organisations internationales comme pour dire que voilà, c'est eux qui déclarent les bons élèves et les mauvais élèves. On est arrêté, Iber. Moi, je te croyais naturellement être un esprit supérieur pour comprendre que c'est de la galerie, pour comprendre que ce n'est pas en fonction de ces gens. Ils nous ont menti, qu'ils pouvaient bien nous donner des moyens et que nous pouvions véritablement réussir notre développement. Encore que le développement, c'est un discours des élites aliénées, etc. Et donc, moi, je voudrais simplement vous dire que les indices de développement humain, etc., ils savent comment ils le faire. Iber, il y a des techniques sur le plan infographique, même sur le plan statistique, pour savoir l'indice de développement humain. Ils l'ont fait où? Ils l'ont fait où pour savoir que voilà, on est parti de 0,220 à 0,400. Quel est cet échantillon? Est-ce qu'il est représentatif? Parce que vous parlez scientifique. Non, excusez-moi. Je vais vous répondre par rapport à cette question. Non. Le problème, il faut qu'à un moment, on peut se mettre d'accord pour dire que ces institutions-là sont là justement pour orienter pas leurs intérêts, leurs visions. Lorsqu'ils estiment que tel ou tel régime marche, fait le contraire de ce qu'eux demandent, ils ont la possibilité, naturellement, de mettre en place des éléments pour faire croire à l'opinion que ces régimes-là ne représentent rien. Merci. Mais ils soutiennent parfois des régimes qui ne sont pas en concordance avec les intérêts de la population. Monsieur Hubert est en ligne. Monsieur Hubert, vous avez compris, vous pouvez réagir? Oui, bon, mon cher ami Yamba, maintenant, au lieu de démontrer les contraires en ce qui concerne le fond, la substance de mon argumentaire, M. Yamba s'attaque à la qualité des institutions de Bretton Woods. Mais, mon frère Yamba, vous-même, vous avez travaillé pour ces institutions qui ont fait de vous ce que vous êtes. Ça, c'est des 1. Et de 2, l'UDPS, quand M. Tshisekedi est allé renouer la coopération avec la Banque mondiale, vous avez salué, vous avez dit que
c'est un accomplissement, c'est une prouesse. Donc, mon frère Yamba Yamba, vous ne pouvez pas remettre en question la qualité des institutions pour lesquelles vous avez, ou avec lesquelles vous avez renoué les relations, et vous avez dit que c'était une prouesse. Donc, vous avez renoué la prouesse avec des institutions qui sont des institutions impérialistes. Ça, c'est des 1, des 2. Mais le Fonds monétaire international, mais c'est le Fonds monétaire international, M. Yamba Yamba, qui a aidé l'UDPS à avoir des réserves de change en augmentation. Aujourd'hui, tous les apparatchiks et tous les vassaux et tous les courtisans de ces régimes brandissent les réserves de change. Et nous savons que les réserves de change vont augmenter fondamentalement, non seulement grâce à ce que le régime de Kabila avait laissé, qui avait été rogné de 1,3 milliard à 800 millions, mais c'est aussi fondamentalement grâce à ces institutions que vous êtes en train de dénigrer aujourd'hui. Non, M. Yamba Yamba, le régime actuel, qui est un régime de la dégénérescence politique, un régime de la putréfaction politique, aujourd'hui on le voit avec le drame Kabound, qui donne au Congo l'image d'une république bananière, une république de Gondwana. Cher ami et frère bien-aimé Yamba Yamba, intellectuel très respectable, très respecté, que je respecte aussi, vous savez bien dans votre cœur que ce régime, c'est un régime de la dégénérescence politique. Est-ce qu'il peut répliquer, s'il vous plaît? Monsieur Hubert, est-ce qu'il peut répliquer? Monsieur Yamba Yamba, vous avez écouté Monsieur Hubert. La République est entre les mains de la plèbe qui nous donne des spectacles de vaudeville. Yamba Yamba, mon cher ami que j'aime bien, le sait dans son cœur. Mais hélas, il doit défendre, je le comprends. Monsieur Hubert, est-ce qu'il peut répliquer d'abord? Écoutez, ça répond. Monsieur Yamba, il peut répliquer. Yamba il est désarmé. Est-ce qu'il peut parler? Attendez, Monsieur Hubert, est-ce qu'il peut répliquer, s'il vous plaît? Ok. Je voudrais simplement dire à Hubert qu'il a raison de brandir les indices de développement humain, en fait, qui sont des référents, des variables qui nous permettent d'apprécier l'évolution de la situation. Mais ces variables n'ont pas le monopole de la vérité. Je pense qu'il y a une évaluation qui doit aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a 3 compartiments. Il y a les extras, il y a les effets et l'impact. Si à un moment donné, nous avons augmenté en termes d'indice de développement humain jusqu'à 0,400 quelque chose comme il a dit, on est parti de 0,220, il faut qu'on puisse lire ça dans la situation des citoyens. Tu vois? Et donc, s'il n'y a pas concordance entre les indices et les évolutions par rapport à la situation des citoyens, c'est que ce sont des balivernes, ce sont des informations dénuées de tout fondement. Et raison pour laquelle je lui dis, il doit faire beaucoup d'attention par rapport au système des Nations Unies, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit, mais écoute, moi, je travaille dans les institutions internationales, notamment la Banque mondiale et compagnie, etc., et je conteste. Attention, Hubert, oui, j'ai eu à travailler. J'ai fait pratiquement une expérience de plus de 20 ans aujourd'hui, ça c'est évident. Mais Hubert, ça m'a permis aussi de comprendre les enjeux. Ça m'a permis aussi de comprendre les tenants et les aboutissants. Et ça me permet véritablement de consolider une vision et un état d'esprit pour dire, va-t-on continuer? Et si on continue, dans quelles conditions? Et donc, il ne faut pas véritablement me reprocher si je prends une position pour dire que voilà, telle condition, on en a besoin, etc. Troisième chose, il dit, mon dirigeant, le président Félix, l'UDPS, avait applaudi, y compris moi-même, que le président a eu des moyens à l'extérieur. Ouais, écoutez, aucun pays aujourd'hui, Hubert, ne peut vivre dans l'autarcie. Les États-Unis ont une dette extérieure, l'équivalence de son produit intérieur brut. Plus de 18 000 milliards de dollars de dette extérieure. Même la Chine, en 2035, risque d'avoir des problèmes parce qu'elle s'est endettée. C'est très important. Et donc, nous avons aussi besoin de nous endetter. Mais il faut s'endetter comme un pays organisé, etc., qui produit des richesses et qui est capable véritablement de relever le défi. Et donc, si on a ramassé le pays là où on l'a ramassé, dans un trou béant, etc., que les amis du régime passé l'ont laissé, etc. On a besoin d'un grand fonds financier sur le plan externe pour ajouter à ce que nous sommes en train de faire. Ils nous ont laissé 1,3 milliard de dollars comme argent de réserve. Aujourd'hui, en ayant quelques mois, 6 mois, nous on est au-delà de 3 milliards de dollars.
Vous voyez, on est en train d'avancer. On est en train de drainer des moyens. Et donc, moi, ce qui m'importe et qui me chagrine, des intellectuels de la trempe d'Hibert Kabassou-Babou auraient pu véritablement se dépasser et faire en sorte qu'on puisse faire des critiques constructives à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Nous avons véritablement le pouvoir, mais c'est le Congo et le Congolais, c'est notre pays. Et si on a l'intelligence, on doit pouvoir faire des critiques constructives. Mais lorsqu'on va dans une sorte de généralisation, avec des conclusions non concluantes, comme pour dire que ça ne marche pas, on a échoué, on n'est pas capable, parce qu'on n'est pas scientifique, etc. Là, ça devient véritablement un danger public. Et moi, je ne voudrais pas que mon ami Hibert Kabassou-Babou tombe dans ça, parce qu'on compte beaucoup sur lui. Monsieur Hibert Kabassou-Babou, vous avez écouté Yamba. La dernière question pour vous. Il a démontré les avancées de ces régimes. Êtes-vous un scientifique pour comprendre que ce pouvoir est en train de travailler? Mais récemment, vous avez dit dans votre intervention, vous avez brandi l'article 64. On vous traite de quelqu'un qui veut soulever la population contre les institutions établies. Est-ce vrai? D'abord, avant que j'arrive là, je voudrais réfuter le propos de M. Yamba qui me semble malheureusement très fallacieux, qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont basés sur aucun paramètre, aucune donnée scientifique. Il dit qu'on a trouvé les pays dans le trou. C'est faux, vous ne pouvez pas trouver un pays dans le trou, un pays qui est passé d'un PIB de 4 milliards et qui est arrivé à un PIB de 48 milliards, donc production de 40 milliards de richesses nouvelles en 18 ans pour un pays post-conflit qui était dans ce qu'on a appelé la première guerre mondiale africaine. Un pays qui n'existait plus. Le professeur Kabamba de l'Université de Liège, dans la préface du livre du professeur Mabi, dans les coulisses du pouvoir de Mobutu, dit que Mobutu n'a pas laissé d'État. La véritable reconstruction du nouvel État républicain post-colonial à l'RDC, la reconstruction la plus durable, c'est celle qui a eu lieu entre 2001 et 2018. Ça, c'est scientifique. Vous allez chez n'importe quel économiste, n'importe quel historien, que ce soit Gaïwel, que ce soit M. Ronald Canada, ils vont vous dire la même chose. Évidemment, c'est une reconstruction qui n'a pas été parfaite, mais il me semble tout à fait fallacieux de dire que vous allez trouver un trou. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas trouver un trou et dans ce trou-là avoir 500 millions de dollars américains qu'on utilise dans les programmes de 100 jours et qu'on dilapide et pour lequel on n'a jamais rendu compte. 500 millions de dollars, programme de 100 jours, on n'a jamais rendu compte. Fiasco. Télé-Vélo, fiasco, on n'a jamais rendu compte. Programme de réduction de la pauvreté, fiasco, on n'a jamais rendu compte. Programme de lutte contre le Covid, l'argent de la Banque mondiale, volé. Donc plus de 3 milliards de dollars américains disparus, débarqués, personne. Ce régime n'a jamais rendu compte, personne à personne pour les 3 millions de dollars américains. Maintenant, M. Yamayama parle de 3 milliards de dollars, de 3 milliards de dollars de réserves. Non, M. Yamayama, vous savez très bien que le régime de Joseph Kabila a trouvé 60 millions en 2001 et a amené à 1,3 milliard, de 60 millions à 1,3 milliard. Vous avez trouvé 1,3 milliard et vous avez bouffé jusqu'à 800 millions. Et si on est arrivé à 3 milliards, ce n'est pas vous qui avez produit, chers amis, vous le savez, c'est le Fonds monétaire international, votre perfusion. Et le régime de 2001 à 2018 a dépassé les 60 millions de dollars américains à 3 milliards de dollars, à plutôt 1,3 milliard de dollars américains, sans collaboration du Fonds monétaire international. Si le Fonds monétaire international n'était pas venu à votre secours pour les réserves d'échange, on aurait eu des réserves d'échange négatives. Maintenant, l'article 64, c'est pas moi qui l'ai inventé. Peut-être que Yamayama n'était pas Sun City. Moi, je dis à Sun City, c'était un consensus de toutes les parties prenantes, y inclus l'UDPS, y inclus Etienne Tshisekedi, qui était là-bas. Donc, excusez-moi, c'est un article qui a été intégré dans la Constitution pour dire que le peuple a les devoirs et s'insurger contre toute personne qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Oui, violation de la Constitution. D'abord, numéro 1, les présidents Tshisekedi a nommé des généraux et des juges de la Cour suprême sans passer par le Conseil supérieur de la défense, sans que ça commence par les conseils supérieurs de la magistrature, sans que, comme l'article 81 de la
Constitution le dit, sans que le gouvernement n'ait porté ces propositions, sans que ces propositions aient été discutées dans les conseils des ministres, M. Yamayamba. Il y a un minimum de lucidité aujourd'hui. Je sais que vous êtes défenseur de ce régime, mais quand le président bricole, concocte des ordonnances pour nommer les généraux et les juges, il viole la Constitution. Le président, ce régime a violé la Constitution parce qu'il a produit une majorité volée avec la corruption et les voitures, vous le savez. Et donc, et puis ce qui est grave, c'est que c'est le seul, attendez, c'est le seul régime au monde où le président escroque son propre peuple avec le drame, monsieur. Merci, monsieur Babo. Et donc, il faut que l'article, je le dis haut et fort, il faut que le peuple se soulève, que l'on applique l'article 64 de la Constitution, parce que les régimes qui les élus a violé la Constitution plusieurs fois. Merci, M. Hubert Kabassoumabo, d'avoir participé à cette émission que vous voulez depuis l'Afrique du Sud. Merci. Ça n'est fini avec vous, mais M. Norbert Yamba. Norbert Yamba, je l'aime bien. Bonne année. Transmettez mes encouragements à mon jeune frère Kabound de Louisa, de chez moi au Kassai central. Ce qui est arrivé, c'est le drame politique, mais Dieu merci, la famille se porte bien. Donc, bonne année, Hubert. Merci. Voilà, M. Mbemba également, c'est votre mot de la fin. La réaction rapide par rapport à ce qu'il a dit. Il a évoqué l'article 64 de la Constitution parce qu'il a estimé que Tshisekedi a violé la Constitution. Vous savez, il faut sortir d'un débat des caniveaux, un débat des bas étages, en fait. Mais je reconnais que le peuple congolais a aussi droit disait des dispositions constitutionnelles pour exprimer ce qu'il représente en termes de droits intrinsèques. Quand cela ne tienne, Hubert est en train de confondre dans les généralités les différents projets. Et il connaît qu'un projet, c'est une réponse à un problème, on donne un temps, on donne les moyens. Il a parlé de 100 jours. Or, 100 jours n'a commencé qu'en mars et ça s'est arrêté en novembre où on a fait la reprise avec Ilunga. Et quand vous regardez le temps que les 100 jours ont pris, le nombre de routes construites, quand vous regardez le nombre d'écoles construites, quand vous avez les centres de santé, les hôpitaux réhabilités, compagnie, etc. Et donc, c'est beaucoup de choses. Bon, il parle de Tchilé-Djolo. Ça n'est même pas longtemps. Tous les échos que nous avons, déjà des acteurs véritablement de cette gestion nous disent qu'il faut se tranquilliser, il y a des banquettes et les choses devront aller comme il se doit. Mais si dans l'hypothèse il y a présomption qui pèse sur les gens, ils seront interpellés. Il parle de la santé. C'est un méli-mélo. Quelle santé? Combien d'argent nous avons reçu? Les masques compagnie, certes, il y a eu un peu d'argent, ça c'est évident, mais on a combattu la Covid ici, et nous sommes en train véritablement d'aller dans la bonne direction. Il veut quoi? Il veut dire que Tshisekedi est allé toucher l'argent de Covid, etc. Tout ça, ce sont des généralisations, etc. Alors, moi, je voudrais terminer en disant, Hubert, comme notre peuple, réhabilitons notre intelligence. C'est que Didier Moumengue appelle la révolution du bon sens. Ayons le bon sens. Devant une situation, il faut s'écarter des émotions toxiques. Et par rapport à ça, vous pouvez avoir raison sur le plan du fond, mais la forme, la manière de présenter les choses vous enlève pratiquement toute la quintessence. Nous sommes engagés de changer ce pays, nous changerons ce pays. Si nous n'arrivons pas à le faire comme souhaité à ce premier mandat, nous le ferons et nous allons demander, n'est-ce pas, le suffrage de notre peuple pour que nous ayons le gouvernement, nous ayons l'Assemblée nationale et provinciale, merci, de manière que nous ayons des hommes et des femmes qui seront alignés par le président et qui répondront à un profil. Et c'est là que nous allons devoir relever le défi. Merci. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci, M. Norbert Yamba. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'UDPS, panafricaniste. Vous avez accepté de faire ce débat de loin avec un Congolais qui est en exil, M. Hubert Kabassoumabo, un ancien gouverneur du Kassai. Merci d'avoir été des nôtres. Un grand merci également à mon chef, Patrick Tuyongando, d'avoir pensé à mettre cette émission sur la place publique qui aide plus de Congolais. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.